Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour continuer nos conférences en ligne, qui, je vous le rappelle, sont désormais rediffusées en première chaque vendredi à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous inaugurons notre cycle santé en partenariat avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, que nous remercions amplement et que nous soutenons en ces moments difficiles, on le sait, dans les milieux hospitaliers. Aujourd'hui, nous allons parler allergie, cette maladie individuelle liée à l'environnement, que ce soit dans notre environnement intérieur, extérieur ou environnement professionnel. Les allergènes sont nombreux autour de nous. Vous en connaissez de nombreux exemples, les acariens, les plantes, les animaux de compagnie, les produits industriels ou ménagers, etc. Et essentiel et important, leur éviction est étudiée avec sérieux par nos médecins, nos spécialistes en allergologie. De nouveaux conseillers apparaissent, les conseillers médicaux en environnement intérieur. Dans le service de notre invité du jour, il y a, je crois, l'un des rares ou peut-être la seule cabine professionnelle liée à l'environnement et à l'asthme. Et puis, pour nous parler de tout ceci et de nos comportements éventuels à corriger, qui sait, pour l'éviction de ces allergènes, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Frédéric Deblay, qui est donc chef du pôle de pathologie thoracique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Bonjour Frédéric Deblay. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et puis, je dois vous remercier de vous rendre ainsi disponible pour le Jardin des Sciences et nos conférences dans ce contexte de pandémique qui n'est pas toujours facile pour vos services de pneumologie, car vous êtes responsable de l'unité de pneumologie allergologique et de pathologie respiratoire de l'environnement. Vous êtes également président de la Fédération française d'allergologie, membre de l'Académie de pharmacie, et vous avez à votre actif de nombreuses publications sur le sujet. On peut le dire, vous êtes l'un des spécialistes en France de l'allergologie, et c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous laisser la parole, et en espérant d'en apprendre beaucoup plus sur ce sujet fort passionnant. Merci, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, effectivement, aujourd'hui, donc, nous allons un peu parler de l'allergie. C'est une maladie individuelle liée à l'environnement. En fait, pour cet exposé, donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je vais surtout vous parler d'environnement et de génétique. Alors, en fait, mon plan va être le suivant, c'est-à-dire que je vais vous parler de l'allergie qui est une maladie individuelle et donc il va y avoir des phénotypes, c'est-à-dire des caractéristiques particulières. Et puis, j'aborderai les différents environnements qui vont interférer avec l'apparition des allergies et puis les traitements, je vous parlerai un petit peu des nouveaux traitements dans l'allergie. Alors, juste quelques mots de la fréquence des allergies. Vous voyez, l'asthme en 2006, on arrivait à peu près à 6,7%. Depuis, il y a eu d'autres travaux, des travaux complémentaires sur la fréquence de l'asthme dans notre pays. On est aux environs de 7%, ce qui est très important pour une maladie, 7% de la population générale qui a de l'asthme. Vous voyez, la rhinoconjonctivite, ça va jusqu'à 20%. Il y a même certaines études où on va jusqu'à 25%. On a 25% de la population générale qui présente une rhinite ou une conjonctivite. La dermatite atopique, c'est l'eczéma qui peut aller jusqu'à 15-20%. Et l'allergie alimentaire, qui est un problème d'allergie qui va en augmentation, qui est entre 2 et 3%. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que 30% des personnes nées après 1980 sont cliniquement allergiques, c'est-à-dire ont de l'asthme, ont de la rhinite, ont de la conjonctivite ou une allergie alimentaire, et qu'à peu près dans 20 ans, on est quasiment certain qu'on aura à peu près 50% des Français qui seront allergiques. Alors, c'est une maladie individuelle. C'est une maladie individuelle. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a des variations de l'expression de gènes. En fait, il faut comprendre qu'on est allergique, on est et on meurt allergique. Pourquoi? C'est-à-dire qu'au niveau de vos muqueuses, de vos barrières, que ce soit la peau, que ce soit le nez, que ce soit les yeux, que ce soit les bronches, le tube digestif, vous avez l'expression de certains gènes de régulation. Et ces gènes de régulation, il y a en fait, leur réponse au stress oxydatif ou leur réponse inflammatoire sont particuliers
Et donc, ça va augmenter l'apparition de ces gènes, l'expression de ces gènes vont augmenter la susceptibilité à développer un asthme ou une allergie. Alors, vous aviez donc dans ce travail, on voit par exemple dans l'asthme, on va voir que les asthmatiques ont un épithélium, puisque finalement, c'est ce que je vous ai dit, les maladies allergiques, c'est un problème de barrière. L'épithélium des maladies asthmatiques va être modifié et il va être particulièrement perméable. L'épithélium, c'est finalement l'ensemble des cellules qui se trouvent à la surface, par exemple, de la peau, à la surface du nez, enfin, dans le nez, à la surface des bronches, à la surface du tube digestif, qui forment une barrière. Et cette barrière de cellules, d'habitude, elles sont serrées, elles ont des espèces de boutons pression qu'on appelle les tight junctions. Et bien, ces tight junctions, chez les asthmatiques, elles sont très fortement diminuées. On a observé exactement la même chose chez les patients qui ont une rhinite. Alors, face à finalement, cette génétique qui fait que les barrières sont diminuées chez les patients allergiques, sont particulièrement perméables, vont être particulièrement stimulées par des polluants, par le stress oxydatif, parce que les gènes se défendant mal contre ces stress, les gens vont avoir de l'inflammation, les allergiques vont avoir de l'inflammation, et cette inflammation va entraîner ces maladies allergiques. Alors, à côté de ça, à côté de cette génétique qui favorise et cette génétique anormale des barrières, vous allez avoir aussi une génétique, en fait, des phénotypes chez les patients où finalement les éléments déclenchants des symptômes vont, vont pouvoir varier. Et vous voyez cette étude, ça c'est une étude qui a été publiée par nos collègues parisiens, des enfants qui ont été suivis pendant 18 mois et des enfants qui avaient à 18 mois, donc il y en avait certains qui sifflaient légèrement et qui étaient surtout principalement, c'était des bébés en surpoids. Et finalement, on avait trouvé un lien entre ces sifflements et les travaux de rénovation dans l'appartement. Un autre groupe d'enfants, donc toujours dans cette cohorte d'enfants qui étaient suivis prospectivement, c'est-à-dire suivis pendant plusieurs années à Paris, vous en aviez certains qui allaient siffler, qui étaient donc des enfants qui sifflaient, qui avaient de l'asthme, mais qui avaient une atopie sévère. Et donc là, les moisissures avaient un rôle important, le tabagisme avait un rôle important. Et puis, vous avez ceux qui sifflaient, mais qui n'étaient pas atopiques. Alors, atopique, qu'est-ce que c'est? C'est une anomalie génétique qui fait que vous fabriquez des anticorps de l'allergie. Donc, ce sont des futures allergies. Et ceux-là qui étaient donc non atopiques, c'était principalement les enfants, c'était principalement les garçons qui allaient dans les crèches. Donc, on voit bien, à côté de cette génétique qui est favorable, c'est-à-dire que vous avez un épithélium bronchique ou un épithélium pour le nez ou un épithélium cutané qui est génétiquement favorable le développement des allergies, vous allez avoir des facteurs déclenchants. Et selon les différents facteurs déclenchants, selon votre phénotype, c'est-à-dire selon vos caractéristiques, ça va pouvoir être soit les travaux de rénovation et vous allez avoir plutôt un phénotype, c'est-à-dire vous allez avoir un asthme plutôt léger, soit les enfants avoir un asthme plutôt sévère s'ils sont allergiques et s'ils sont exposés aux moisissures ou au tabac. Donc, on voit bien tout de suite cette interférence, cette pénétration qui existe entre la génétique et l'environnement. Là, vous avez les enfants de 6-12 ans, vous voyez 3 groupes, et on voit, vous avez un groupe d'enfants asthmatiques qui ont des exacerbations sévères, c'est-à-dire qui ont des crises d'asthme sévères et qui sont multi-allergiques. Et ça, ces enfants-là, ce sont les enfants à risque, ce sont des enfants qui, par la suite, vont devenir des asthmatiques après l'âge de 15 ans et qui risquent d'être des asthmatiques sévères à l'âge adulte. Donc, ils sont sensibilisés aux allergènes qui nous entourent, les acariens, le chat, le chien, et ils ont des éosinophiles et ils ont aussi une allergie alimentaire. C'est ce qu'on appelle les multimorbides. L'autre groupe, ce sont des asthmatiques, vous voyez, qui sont des enfants plus gros, qui ont une atteinte de leur fonction respiratoire, et leur inflammation, c'est d'autres cellules. Donc, et puis le troisième groupe, ce sont des asthmes légers. Là encore, vous voyez, en fonction de la génétique de ces enfants, l'environnement va avoir un effet plus ou moins variable. Et surtout, là, on voit vraiment que ces enfants entre 6 et 12 ans, lorsqu'ils deviennent allergiques à plusieurs allergènes, lorsqu'ils commencent à avoir des allergies alimentaires et lorsqu'ils ont des cellules dans le sang qui sont élevées, qu'on appelle les éosinophiles, ce groupe-là, ce sont des enfants particulièrement à risque.
Alors, c'est une maladie environnementale. Alors, quels sont les facteurs environnementaux? Alors, on commence par le plus fréquent, ce sont les acariens. Donc, ce sont des arthropodes qui font 1/3 de millimètre, donc on ne voit pas à l'œil nu. Et donc, ces acariens vont entraîner vont entraîner des allergies. Vous voyez, chez 17% des enfants qui sont sensibilisés à un ou plusieurs allergènes du milieu intérieur, c'est à peu près une quinzaine de pourcents des enfants. Donc, c'était une étude ISA qui avait été réalisée à Strasbourg, donc dans le cadre d'une grande enquête internationale. Et on voyait qu'on avait à peu près 15% des enfants qui étaient sensibilisés aux acariens, ce qui est très important, 15% de la population générale. On considère que finalement 50% des personnes qui sont allergiques, 50% des asthmes de l'adulte sont dus aux acariens, 50% des asthmes allergiques de l'adulte sont dus aux acariens, et 80% des asthmes allergiques de l'enfant sont dus aux acariens. La distribution des acariens est éminemment variable partout en Europe. Vous voyez, on n'est pas toujours exposé aux acariens. DRP1, DRF1, c'est le nom de l'allergène acarien, donc Pteronicinus et Pharinée, qui sont les deux acariens les plus importants. Il n'y en a pas beaucoup, par exemple, à Madrid, il y en a beaucoup à Barcelone, on va en avoir à Paris, on en a beaucoup à Strasbourg, bien qu'on soit un peu continentaux, on en a beaucoup à Strasbourg. Strasbourg est un endroit où il y a beaucoup d'allergènes d'acariens des deux espèces. Mais généralement, les acariens aiment beaucoup le bassin méditerranéen, aiment beaucoup les côtes aussi, la côte atlantique également. Alors, les acariens, on en trouve peu, voire pas du tout dans les bureaux. Et donc, c'est souvent, on a des appels, on nous demande, on nous dit, mais voilà, moi je travaille dans un bureau, il y a de la moquette, je suis sûr que je suis exposé aux acariens. Ben non, il y a très peu d'acariens sans qu'on sache vraiment pourquoi, alors que ça, c'est un travail qui a été publié il y a de nombreuses années à Strasbourg. Vous voyez qu'on a 17 microgrammes, ça c'est d'allergènes d'acariens, alors que dans les bureaux, vous voyez, dans 30 bureaux, on n'a que 0,23, donc on n'a pas d'allergènes d'acariens, et ça a été retrouvé partout dans le monde. Il y a beaucoup moins d'allergènes d'acariens que dans les bureaux, que dans la chambre. Alors, il y a des facteurs favorisants. Ces facteurs favorisants, ça peut être la présence dans le rez-de-chaussée, on va en avoir 3 fois plus. On va en avoir le double vitrage aussi qui va favoriser l'augmentation. La présence d'un sol en béton qui favorise aussi également l'augmentation de la présence d'acariens et la présence d'un moquette qui est multipliée par 7. Alors, ce qu'il y a de tout à fait caractéristique avec les acariens, c'est que le fait d'être allergique, d'avoir des IgE, des anticorps de l'allergie vis-à-vis des acariens, ça favorise l'asthme. Et en fait, on voit bien, là, c'est une étude qui est faite avec des jumeaux monozygotes, donc tout à fait identiques, 62 paires de jumeaux homozygotes, et on regarde un petit peu les différentes histoires de ces paires, et la seul élément différent qui fait qu'un des jumeaux est asthmatique et pas l'autre, c'est la sensibilisation aux acariens, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des anticorps de l'allergie vis-à-vis des acariens. Alors, pourquoi est-ce que finalement les acariens sont sont asthmogènes? Alors là, vous voyez, là voilà l'épithélium dont je vous parlais tout à l'heure, ce fameux épithélium, cette barrière, là vous avez la bronche, la lumière, là c'est l'air qui est là, là vous avez du tissu, et vous avez tout le système immunitaire qui se trouve là. Et donc, vous allez avoir les polluants qui vont arriver là, les allergènes. Et les allergènes des acariens, en fait, ce sont des enzymes, ce sont des protéases. Et ces protéases détruisent ces fameux boutons pression, la tight junction, et donc vont permettre la pénétration plus importante des allergènes. C'est le premier élément. D'autres éléments, c'est que ces allergènes, les acariens, en dehors de leurs propriétés allergéniques, par leurs propriétés biologiques, stimulent le système immunitaire. Donc ça, c'est un peu compliqué, c'est les cellules dendritiques qui présentent les allergènes au système immunitaire, et ce système immunitaire qui va fabriquer un certain nombre de cellules et stimuler des cellules, comme particulièrement les éosinophiles dont on parlait tout à l'heure. Donc on voit bien, il y a une propriété particulière qu'ont les acariens, c'est d'entraîner cette inflammation directement, donc les allergènes et le système immunitaire, mais aussi inflammation via un autre système immunitaire dont on est très fier à Strasbourg, puisque c'est Jules Hoffmann qui l'a décrit, c'est donc le système immunitaire inné. Il va stimuler directement les récepteurs du système immunitaire inné, et il va y avoir une activation.
Alors, à côté des acariens, il y a le chat. Le chat, en gros, ça représente 20%, 20% des allergènes, 20% des personnes qui sont sensibilisées, qui sont allergiques, sont sensibilisées au chat. Et vous voyez que bah, l'allergène de chat, on va le retrouver ça c'est aux États-Unis, dans 99% des logements. En France, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que l'allergène de chat est très ubiquitaire, c'est une protéine très solide qui se colle partout. Et on va retrouver des allergènes de chat dans les bureaux des allergologues, on va les retrouver dans les salles de classe, on en retrouve partout. Et on a même montré que lorsque dans une classe, il y a plus de 23% de propriétaires de chats, et ben les taux d'allergènes de chat dans l'air correspondent à une maison avec un chat. Le chien, c'est la même chose, on va retrouver des allergènes de chiens partout. En revanche, on a beaucoup moins, il y a moins de 10% des Français qui sont allergiques aux chiens. Le chien est beaucoup moins allergisant. Alors, là, c'est l'épidémiologie, là, c'est en Europe. Là, vous voyez, donc, ça varie donc, pour le chat de 3 à 36%. Pourquoi en Finlande, il y en a plus? Parce qu'en Finlande, il n'y a pas d'acariens. Et donc, c'est le premier allergène, c'est le chat. Pour le chien, vous voyez, c'est beaucoup plus bas. On est aux environs entre 2,6, au maximum 19% en Finlande. Et en France, on est environ à 10%. Alors après, il y a les moisissures. Les moisissures, ça représente également 10% des allergies de la maison. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que les moisissures, en fait, entraînent là aussi des asthmes sévères. Et en fait, ça entraîne des asthmes sévères chez les enfants. Là, vous voyez ce travail chez des enfants de 5-11 ans qui étaient sensibilisés, c'est-à-dire qu'ils avaient des IgE, des anticorps de l'allergie vis-à-vis d'une moisissure qu'on appelle Alternaria, qui existe à l'intérieur des maisons. Et on voit que lorsqu'ils sont le fait d'être sensibilisés, d'avoir des anticorps de l'allergie pour le cladosporium, qui est aussi une autre moisissure qu'on trouve dans les maisons, pour Aspergillus et Alternaria, eh ben, ils augmentaient leur risque d'avoir de l'asthme sévère de façon significative, il augmentait de 13%. Et en fait, ce qu'on sait maintenant sur les moisissures, c'est que les moisissures, la présence de moisissures, que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, entraîne évidemment parfois des allergies, mais le plus souvent, ça va entraîner une toux, entraîner des gènes respiratoires, des infections à répétition. Et donc, pourquoi? Parce que les moisissures non seulement libèrent des allergènes, mais libèrent aussi des mycotoxines, libèrent des composés organiques volatiles qui vont entraîner des symptômes. À côté de ça, vous avez la présence de moisissures, et on a pu le démontrer, ça c'est un travail qui a été publié en 2006, on a mis en évidence le lien de causalité, c'est-à-dire que chez des enfants, on a fait l'éviction des moisissures, et grâce à l'éviction des moisissures, eh ben, les enfants allaient beaucoup mieux, vous aviez une diminution de 90% du taux de consultation. Donc, il y a véritablement un lien entre la présence de moisissures et les symptômes d'asthme chez l'enfant. Donc, on continue toujours dans notre environnement, les polluants chimiques. Les polluants chimiques, c'est les composés organiques volatiles totaux, donc ça comprend des solvants, des détergents, des aérosols. Et vous avez là un peu la représentation de ces composés organiques volatiles. Vous avez les terpènes, ça ce sont avec le limonène, ce sont les déodorants. Là, vous allez avoir les phtalates, vous allez avoir les aldéhydes avec le formaldéhyde qui est largement utilisé dans les mousses, dans certaines mousses isolantes, qui étaient aussi utilisées dans les meubles. Et puis, vous avez les hydrocarbures qui peuvent être utilisés dans les peintures. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu quelques données. Premièrement, ça c'est les composés organiques volatiles et le logement, la distribution finalement en fonction du niveau de pollution. Vous voyez que ça c'est un grand travail qui a été réalisé au niveau national par le CSTB avec plusieurs centaines de logements qui avaient été choisis de façon statistiquement pertinente. Et on a 45% des logements qui sont faiblement pollués. On a 30% qui sont moyennement pollués, on en a 10% qui sont multipollués et 15% qui sont fortement monopollués. Donc, on voit que, fort heureusement, les logements en France ne sont pas spécialement pollués aux composés organiques volatiles. On a quand même 25% de logements pour lesquels il faut faire quelque chose. Et quand on regarde, par exemple, le formaldéhyde et les infections respiratoires basses chez des enfants âgés d'1 an, on voit qu'il y a un lien
l'exposition au formaldéhyde favorise des infections respiratoires sifflantes et ces infections respiratoires sifflantes avec une augmentation de 42%. Même chose, composés organiques volatiles et symptômes respiratoires. Il y a eu 7 études épidémiologiques et on voit une relation entre les composés organiques volatiles et l'asthme, puisqu'on va retrouver un odds ratio 1,63. L'odds ratio, ça veut dire qu'il y a une augmentation de 63% du risque d'avoir de l'asthme lorsqu'on est fortement exposé aux composés organiques volatiles. Dans la qualité de l'air, donc ce travail, donc on reprend l'Observatoire de la qualité de l'air, donc 490 logements, et on regarde les taux les plus élevés, et on voit que plus les concentrations de composés organiques volatiles sont élevées, plus il y a de l'asthme et de la rhinite. Donc ça, finalement, ça touche ces fameux 25% de logements qui étaient les plus exposés. Et là, on voit un autre élément important, un autre composé organique volatile important, et je vais revenir un petit peu là-dessus, c'est le limonème. Le limonème, en fait, on va le retrouver dans les huiles essentielles, par exemple le pur essentiel 41. On avait fait une étude où il y avait, donc on voyait qu'il y avait du limonème, 70% d'éthanol, 4,5% de limonème pour une pulvérisation, du linalone et d'autres constituants. Et on voit bien, donc ça c'était le 41 pur essentiel, et on l'a testé tel qu'il était recommandé dans une cabine, et puis on l'a aussi testé dans un logement. Et on voit dans une cabine, on voit que les taux en concentration donc, de limonème dans l'air donc, sont en milligrammes par mètre cube, on arrive jusqu'à 70 milligrammes par mètre cube. Et alors je reviens un tout petit peu en arrière pour vous montrer voilà les normes. Les normes, vous voyez, c'est 300 microgrammes. Donc là, on est très, très fortement, et ça, c'est les composés organiques volatiles. Tout au-dessus de 25 mg, une exposition toxique. Donc là, vous voyez qu'on avait, pendant une courte période, il y avait une très, très forte exposition qui diminuait rapidement. Ça, c'était dans la cabine. Et ça, c'était dans une pièce qui faisait une cinquantaine de mètres carrés. Vous voyez les concentrations, donc au bout d'une demi-heure, on atteignait 12 mg et puis progressivement, sur 3-4 heures, on continue à rester à 5 ou 6 mg. Donc on était très largement au-dessus des seuils recommandés en ce qui concernait les composés organiques volatiles et le limonème. Un autre élément, un autre polluant chimique qui intervient dans la maison, ce sont les ammoniums quaternaires qui sont largement utilisés et qui de nouveau vont être encore plus utilisés avec l'apparition, avec l'épidémie SARS-CoV-2. Là, ce sont juste quelques petits exemples, vous voyez, de produits pour lesquels on retrouve des ammoniums quaternaires. Là, dans les shampoings, dans les produits pour le visage. Alors là c'était cette diapositive. Je voulais vous montrer en fait que les ammoniums quaternaires, et on a pu démontrer, c'est un travail de Maria González, qui démontrait clairement l'effet des ammoniums quaternaires dans l'asthme, c'est-à-dire l'exposition aux ammoniums quaternaires, c'est un facteur favorisant d'asthme. Donc vous voyez dans une maison dans laquelle vous allez vous retrouver, où vous allez avoir par exemple l'utilisation de terpènes comme déodorisant, puis d'utiliser par exemple des huiles essentielles, et en plus vous allez utiliser des produits de désinfection, vous allez avoir un mélange, une concentration de produits chimiques, et si à côté de ça vous avez des acariens et de l'humidité, vous allez avoir un cocktail particulièrement nocif pour l'exposition pour un patient allergique. Alors, juste ces diapositives, la simple flux et le double flux, pour vous montrer que maintenant, nous sommes passés donc, en BBC avec une ventilation, donc l'entrée de l'air neuf qui est là, l'entrée de l'air usé qui vient par là. Au niveau de ce mélangeur se fait l'échange entre l'air chaud et l'air froid, et puis de nouveau, et l'air froid et l'air qui purifie qui repart là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la BBC doit être particulièrement bien installée, de même que la ventilation simple flux. Or, malheureusement, les ventilations sont mal installées ou mal entretenues dans notre pays, et ce qui fait que ça peut conduire à des détériorations et particulièrement l'apparition de moisissures. Alors, comment est-ce qu'on peut aussi envisager finalement, je vous ai parlé, ces fameux habitats, ces fameux biotopes dans lesquels vous allez avoir de l'allergène, dans lesquels vous allez avoir des polluants chimiques, est-ce qu'ils ont un effet finalement sur la santé? Et ça, c'est un travail que nous avons fait, qui a été publié en 2018. On a pris 300 patients qui avaient la même étiquette
respiratoire, c'est-à-dire que les patients les patients recevaient, les patients avaient tous un diagnostic de rhinite ou d'asthme allergique aux acariens. Et ces patients, on a été regarder est-ce que leur logement variait. Et on a fait ce qu'on appelle une étude en cluster, et on voit que dans le groupe 1, les patients, ce sont des patients qui vivent en ville, qui sont polysensibilisés, c'est-à-dire qu'ils sont allergiques aux chats, aux chiens, au pollen de bouleau. Ils sont exposés aux allergènes, mais par contre, ils ont une bonne aération, ils ont une présence d'une ventilation mécanique contrôlée, et ils ont surtout de la rhinite. Et puis les autres patients, le groupe 2, donc ils ont le même diagnostic médical, hein, ils sont allergiques aux acariens, mais ceux-là, ils sont plus exposés aux produits chimiques, aux insecticides, au tabagisme actif ou passif, aux travaux de peinture récents, ils sont moins exposés aux allergènes, et ceux-là ont plus d'asthme. Ce qui veut bien dire une chose, c'est que finalement, en fonction aussi de votre génétique, en fonction de votre exposition dans l'environnement, c'est-à-dire si vous avez en même temps des polluants chimiques, en même temps des allergènes, eh ben vous allez faire plus facilement de l'asthme. Et d'où l'importance de prendre les choses, d'avoir une vision la plus globale possible. Et j'en viens au traitement. Et le traitement, c'est l'éviction des allergènes et des polluants. Ce n'est pas que des allergènes et des polluants. Et c'est ce qu'on a mis en avant avec le développement des conseillers médicaux en environnement intérieur. C'est un métier maintenant qui a 30 ans. La première fois, c'était en 1991. Et on a pu faire une étude donc en 2003 qui a été publiée, qui a montré l'intérêt des conseillers en environnement intérieur pour le suivi des conseils. Puis par la suite, il y a eu un travail en 2004 fait par des Américains sur une grande cohorte d'enfants qui a démontré clairement l'efficacité de l'éviction, qui montrait bien que les enfants avaient moins de symptômes la première et la deuxième année, ils avaient moins d'allergènes, et plus on enlevait les polluants, moins ils avaient d'allergènes. Ce travail a été largement confirmé. Alors, il a été confirmé aussi par un travail anglais tout récent, là, en 2017, qui montre bien que chez des petits-enfants, lorsqu'on met une housse anti-acarien, eh ben, le risque d'être hospitalisé est diminué de 45%. Et donc là, vous avez le groupe actif, le groupe placebo, et donc ces enfants sont moins hospitalisés grâce aux mesures d'éviction. Et on voit bien que là, maintenant, on a 20 études d'éviction qui montrent bien que grâce à l'éviction, eh ben, chez les enfants, le nombre de jours manqués est de 12,3 par an, et la réduction des visites en urgence est de 0,57 par an, ce qui est important puisque ça correspond, ce chiffre-là, finalement, correspond au chiffre qu'on obtient avec les médicaments dans l'asthme. Et donc, c'est pour dire que ce métier de conseiller en environnement intérieur commence à être de plus en plus, il y en a maintenant, on en a formé plus de 250 en France et aussi en Suisse et en Belgique, à la fois en métropole, mais à la fois aussi dans les dom-toms. Et actuellement, à l'Assemblée nationale, se discute le remboursement de ce nouveau métier. Enfin, de ce métier qui existe depuis très longtemps plutôt. L'autre élément, les progrès de l'allergologie, c'est la désensibilisation. Là, j'ai juste une diapositive à vous montrer. La désensibilisation dans l'asthme allergique aux acariens. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas assez de données. Et là, on voit vraiment que là, c'est une grosse étude où il y a plus de 800 patients. Et on voit bien que lorsqu'on désensibilise des patients adultes allergiques aux acariens, ils font moins fréquemment des exacerbations. Alors, une exacerbation, cela correspond à une aggravation de son asthme, mais forte. Ce n'est pas simplement deux bouffées d'un bronchodilatateur, ce sont des bouffées. Ça peut être une hospitalisation aux urgences ou ça peut être la prise de ventoline, ou d'aéromir, sans faire de publicité, enfin d'un bronchodilatateur d'action courte, plusieurs jours de suite. Et on voit bien que lorsqu'on désensibilise, donc lorsqu'on prend des petits comprimés, puisque maintenant la désensibilisation se fait par voie sublinguale, c'est-à-dire sous la langue, mais ce n'est même plus des petites gouttes à mettre sous la langue, ce sont simplement des comprimés, et ben on voit l'efficacité, c'est-à-dire qu'on diminue de 34% le risque d'affaire une exacerbation modérée à sévère, et ce qui est un résultat très intéressant qui correspond tout à fait aux résultats obtenus avec les médicaments. Autre grande avancée en matière d'allergie, c'est la désensibilisation en allergie alimentaire. Et là, on peut faire un petit cocorico, puisque c'est le développement d'un patch qui permet la désensibilisation, par exemple à l'arachide, qui a été mis en place, qui a été créé par des chercheurs français.
et qui ont développé un laboratoire qui s'appelle DBV. Donc maintenant, ce laboratoire, effectivement, là, comme maintenant on connaît bien la vie des startups, cette startup a été rachetée, enfin en tout cas, oui, elle a été complètement reprise et contrôlée par des fonds américains, et donc ce qui permet un développement beaucoup plus important. Mais ça permet surtout, pour des enfants qui ont des allergies alimentaires, je disais au début de mon exposé que l'allergie alimentaire était de plus en plus fréquente, et ben, ça permet d'obtenir une rémission, une diminution de l'allergie. Et là, vous avez les doses. Vous voyez, ça, c'est avant. Donc, l'enfant, quand on lui donne 84 mg d'arachide, ce qui est quasiment c'est une toute petite dose, puisque c'est moins d'un dixième de cacahuète, et ben, vous voyez qu'après 36 mois, ben, il peut prendre l'équivalent de 2 voire 3 cacahuètes. Et donc, ce qui permet à un enfant qui ne peut pas aller en classe de mer, ne peut pas aller en classe verte, qui est véritablement à risque, quand il va aller à l'école, on va lui faire un projet d'accueil individualisé, et on va le surveiller énormément. Là, on en fait un enfant qui peut supporter sans problème, qui peut voyager, qui peut manger des traces, qui peut avoir une vie complètement normale. Donc, on lui change complètement sa vie. Donc, en conclusion, les maladies allergiques sont des maladies où la génétique est importante, et par conséquent des maladies individuelles où l'environnement intervient fortement dans le déclenchement des symptômes. C'est-à-dire que vous êtes génétiquement à risque d'être allergique, et ça, vous naissez comme ça. Vous avez des gènes, et ces gènes peuvent être modifiés. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes exposé fortement à de la pollution, et particulièrement des particules diesel, il va y avoir une expression de certains gènes, justement, de mauvaises réponses au stress, aux polluants, et donc favorisant ainsi les allergies. Et puis, les facteurs déclenchants seront liés à l'environnement. Et dans les facteurs déclenchants, les allergènes importants sont les acariens, mais je vous ai aussi parlé des moisissures qui interviennent et qui peuvent donner des asthmes et des maladies respiratoires, et les polluants chimiques. Et donc, il faut bien comprendre que notre environnement intérieur, c'est une espèce de biotope, de mélange entre les allergènes, les polluants chimiques qui vont pouvoir intervenir dans la rhinite et aussi dans l'asthme. La prévention globale, vous voyez, donc il faut faire une prévention globale, c'est-à-dire que lorsqu'on va essayer d'enlever, on ne va pas se contenter d'enlever un allergène, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se rende au domicile, d'où l'intérêt des conseillers en environnement intérieur, et j'espère que ce métier va enfin être remboursé par la sécurité sociale. Enfin, dernier point, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cible pour l'éviction, c'est surtout les enfants et les adultes jeunes. Et l'avancée, plus on va avancer, plus on va voir un petit peu le phénotype de patient qui va bien répondre à l'éviction. En ce qui concerne le traitement, la désensibilisation a beaucoup progressé, tant pour les allergies respiratoires et alimentaires, et elle continue de progresser. Et puis, l'élément qui va nous permettre encore d'avancer, ce sont les biothérapies. Ces biothérapies, par exemple, l'anti-TSLP, c'est une substance qui est fabriquée par l'épithélium, et lorsqu'on la bloque, on diminue l'asthme. Et puis, les anticorps anti-FeLD1, ça, je me permets de faire là c'est un cocorico strasbourgeois. Nous avons une chambre d'exposition aux allergènes, donc ça, il en existe que 4 ou 5 dans le monde, et celle que nous avons à Strasbourg est particulièrement performante. Et nous avons fini une étude avec le laboratoire Régénéron, qui maintenant est connu de tout le monde. Et dans ce laboratoire, enfin dans cette étude, nous avons montré l'intérêt de ces anticorps anti-chat, anti-FeLD1, qui permet, avec des résultats exceptionnels, et qu'on va pouvoir présenter au prochain congrès américain. Alors, pour terminer, je voulais remercier toutes les personnes qui travaillent avec moi, et que ce soit dans l'environnement intérieur, Martinotte et Audrey Dazy, que ce soit en pathologie professionnelle avec Carole Ederlé et Brigitte Zbinet, que ce soit aussi dans l'environnement extérieur avec Nicolas Hude, qui est notre spécialiste en pollen. Et puis, voilà, et je vous remercie particulièrement aussi, je voulais remercier l'équipe Aliatech, qui est dans cette chambre allergène qui se trouve au sein du CHU de Strasbourg, et Nathalie Demis, qui en est la directrice opérationnelle. Je vous remercie. Eh bien, professeur Deblay, voilà une belle présentation. J'avais une petite question d'ordre, je dirais, citoyen.
en termes de responsabilité individuelle de chacun, parce que là, on voit que les médecins peuvent nous mettre à disposition des conseillers médicaux en environnement intérieur. On voit que les études sont menées pour tous ces problèmes d'allergènes, mais nous, dans notre quotidien, est-ce que ça veut dire qu'on doit bannir tout ce qui a été cité? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Et on parle beaucoup de gestes barrières en ce moment avec ce que l'on sait. Est-ce que, en termes d'allergologie, est-ce qu'il y a proprement parler des gestes barrières que l'on peut appliquer assez facilement sans avoir besoin de voir tous ces médecins et de faire quelque chose de très complexe? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez, ça s'adresse aux patients allergiques. Hein, les mesures d'éviction, on ne fait pas de l'éviction primaire, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas les allergènes ou les polluants chimiques en se disant je fais ça pour surtout que mon enfant ne devienne pas allergique. Ça n'a jamais été démontré, donc il ne faut pas le faire parce que un des risques, c'est justement d'augmenter le risque d'allergie. C'est en fait, c'est normal qu'on soit exposé aux micro-organismes, c'est normal qu'on soit exposé à certains polluants. Il faut que notre organisme apprenne à se défendre et à fabriquer ce qu'il faut pour se défendre. Donc ça s'adresse à des gens malades qui sont allergiques. Et donc, on va essayer d'enlever les allergènes et les polluants qui peuvent potentialiser l'action des allergènes chez ces personnes. Alors, les gestes barrières, je vous remercie de votre question parce que la Covid-19 nous a permis de découvrir ce que c'était qu'un masque et nous a permis de découvrir ce que c'était que la prévention. Vous savez qu'actuellement, les urgences pédiatriques n'ont pas une grosse activité depuis que les enfants se lavent bien les mains. On a beaucoup moins de gastroentérite, beaucoup moins d'infections respiratoires chez les enfants et les urgentistes pédiatres le disent tous. Et on voit bien l'intérêt du masque aussi, c'est qu'en période pollinique, les allergiques qui portent des masques vont beaucoup mieux parce qu'ils n'ont pas de rhinite, ils n'ont pas d'asthme. Et donc, dans notre chambre à l'IATEC, à Strasbourg, on est en train de tester des masques pour voir un petit peu justement l'effet de ces masques dans la prévention, l'apparition de l'asthme allergique vis-à-vis des pollens. Donc, pour répondre encore en insistant bien, il n'est pas question d'enlever les polluants, les allergènes, les moisissures, il vaut mieux les enlever, ça de toute façon. Mais en tout cas, la prévention primaire, ces mesures de prévention ne s'adressent qu'à des gens qui sont malades et pas préventivement pour empêcher la maladie, puisqu'on risque d'avoir exactement l'effet contraire. Bon, me voilà rassuré, j'ai un chat, je ne suis pas obligé de virer mon chat. Si vous n'êtes pas allergique, non. Mais en fait, est-ce qu'on sait vraiment si on est allergique? On sent vraiment des rhinites et l'asthme, c'est indéniable ou? Oui, bien sûr. Alors, les symptômes d'allergie, si vous voulez, c'est le nez qui coule, donc c'est la rhinite, c'est la conjonctivite, les yeux qui piquent, c'est l'asthme, mais c'est surtout, alors ça, ce sont les symptômes, mais on pense que c'est allergique parce lorsqu'on interroge le patient va nous dire « Ah ben oui, moi j'ai des symptômes au contact de mon chat », si on reprend l'exemple du chat, au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure, mais en moins de 6 heures. Il faut que les symptômes interviennent en moins de 6 heures pour qu'on pense qu'il y a un mécanisme dit IgE, c'est-à-dire que c'est un phénomène allergique. Puis après, on va aller chercher la fameuse IgE, donc ce fameux anticorps qui est le marqueur de l'allergie, en faisant des tests cutanés. Et là, on va faire des tests cutanés. Et s'ils sont positifs, si par exemple vous avez le nez qui coule, les yeux qui piquent, 1 heure et demie après être en contact de votre chat, on fait un test cutané. Si le test cutané est positif, c'est-à-dire que ça fait comme une plaque d'urticaire, alors on aura démontré que 1, vous avez une maladie compatible avec les IgE, 2, que vous avez des IgE vis-à-vis du chat, et 3, que vous avez bien des symptômes au contact de ce chat. Par exemple, vous êtes Marseillais, vous avez un test cutané positif au pollen de bouleau, vous avez des symptômes au mois d'avril, mais vous n'êtes pas allergique au pollen de bouleau puisqu'il n'y a pas de pollen de bouleau à Marseille. Il faut qu'il y ait les trois. Il faut une histoire clinique évocatrice, un marqueur d'IgE et qu'il y ait un lien entre vos symptômes et l'exposition. Voilà qui est clair. Je pense qu'on va vous laisser partir à d'autres obligations, en vous remerciant encore énormément de votre présence dans ces moments qui sont assez difficiles, en vous remerciant de toutes ces précisions et en donnant rendez-vous à nos spectateurs pour, dès lundi prochain, retrouver l'un de vos collègues, Geoffrey Zoll, qui lui va nous parler de l'alimentation et de la Covid. C'est un spécialiste du métabolisme et de la nutrition. Professeur Deblay, merci encore merci beaucoup. et bon courage pour toutes vos études. Merci. Merci.